Merci à vous, merci à ceux qui reviennent et puis merci à ceux qui vont découvrir. Donc comme la dernière fois, je vais vous amener dans du lointain puisqu'on va à la fois décentrer le regard géographique et puis décentrer notre regard dans le temps. Donc je voudrais vous proposer ce soir une réflexion. Alors j'avais nommé la conférence Le médecin, mais vous allez voir que je vais élargir l'approche au personnel de soins et essayer de voir si dans l'Antiquité on perçoit d'autres soignants que les médecins, mais l'essentiel de la communication, de la conférence portera sur les médecins. La chronologie que j'ai choisie est une chronologie un petit peu large, qui ne couvrira pas toute l'Antiquité, mais qui démarrera grosso modo au 8e siècle avant notre ère et jusqu'au tournant de l'ère. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup, ça fait quasiment un millénaire, mais on va garder cette configuration et vous verrez que je naviguerai dans ce petit millénaire de l'Antiquité et des 8 siècles avant Jésus-Christ. Quand on parle du monde grec, on aurait tendance à penser à la Grèce aujourd'hui, mais là aussi on élargira le regard pour parler de ce que les historiens appellent le monde grec pour l'Antiquité, qui est plutôt un monde que l'on qualifierait de monde égéen, puisque la Grèce est au-delà de la Grèce, c'est-à-dire du côté des deux rives de la mer Égée. Et puis vous verrez que de temps en temps, je fais aussi, en particulier pour l'époque hellénistique, des excursions au-delà de la Méditerranée. Alors la médecine dans l'Antiquité n'est qu'une des techniques du corps, aux côtés d'autres techniques du corps. Et elle a mis du temps à s'autonomiser par rapport à ces techniques du corps, et elle était même pendant un temps moins connue que d'autres techniques. Alors dans les trois que j'ai indiqués, la médecine vous connaissez tous, et généralement celle des deux que vous connaissez éventuellement, c'est la physiognomonie. La physiognomonie, c'est l'art de lire le caractère des gens à partir de leur corps. Ça a malheureusement été utilisé par certains régimes politiques qui, en caractérisant le corps des gens, ont projeté des caractéristiques physiques qui généralement amenaient à éloigner ces individus. Alors la palmomantique, c'est une technique du corps qui vise à lire l'avenir dans vos tressaillements du corps. C'est-à-dire dans les tressaillements que l'on ne peut pas contenir. Battement des paupières, veine qui se met à palpiter. Voilà, il y a toute une technique, plusieurs ouvrages qu'on a gardés antiques qui visent à lire l'avenir des gens dans cette technique-là. Grosso modo, les trois ont été à peu près mêlés pendant plusieurs siècles et la médecine s'est autonomisée petit à petit des autres techniques du corps, on va dire au 6e, 5e siècle avant notre ère. Et la médecine, elle est née dans une région particulière, elle est née dans cette partie-là de la Turquie actuelle, qu'on appelle plutôt en tant qu'historien l'Asie mineure. Donc elle est née à la fois dans les îles et sur la côte. Et c'est une région particulière, une région d'émulation intellectuelle, puisqu'à la même période, 6e, 5e siècle, naissent la philosophie, la géométrie, l'histoire, les mathématiques dans cette même région. Donc c'est une région de bouillonnement culturel et la médecine fait partie de ces sciences émergentes. Et quand elle émerge, la médecine, c'est-à-dire quand elle émerge dans les sources, quand nous, historiens, on peut les voir, parce que peut-être qu'elle existait sans que nous, historiens, puissions la voir, elle émerge à la fois comme pratique, c'est-à-dire qu'on a des praticiens qui tentent de soigner des malades, et elle émerge comme science. Dans le même temps, on a une production scientifique d'ouvrages. Et c'est là où nous, historiens, on est intéressés à pouvoir travailler sur ces textes. Alors, de façon générale, dans l'Antiquité, plusieurs techniques du corps, mais aussi plusieurs méthodes pour se guérir. On peut se guérir en allant voir une divinité, on peut se guérir en allant voir un magicien ou une magicienne, et on peut se guérir en allant voir un médecin. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est plutôt ce troisième cas. Et
j'ai un déroulé, un plan. Je vais essayer d'abord de vous montrer l'origine des médecins et surtout de vous montrer que les médecins se donnent une origine et quitte à se donner une origine, autant qu'elle soit noble, donc forcément les médecins descendent des dieux. Après, j'essaierai de circonscrire un peu qui sont ces soignants et puis après, j'essaierai de vous montrer comment est née une éthique médicale dans un contexte concurrentiel. Voilà, quand on est concurrencé par des magiciens, par des divinités, qu'est-ce qu'on peut avoir qui fait sérieux et qui amène des patients. Alors tout d'abord, les médecins, d'où viennent-ils ou d'où pensent-ils qu'ils viennent? En tant qu'historien, on a la première fois où on voit le mot médecin apparaître, c'est avec la première littérature. La littérature apparaît, elle fait naître les médecins. C'est Homère et on a des médecins qui apparaissent dans l'Iliade, deux sont nommés, Macaon et Podalire, qui sont les fils d'Asclépios. Et à cette période-là, Asclépios est un humain, n'est pas encore une divinité. C'est un humain qui lui-même est médecin et qui a appris son métier des divinités, puisqu'il tient son savoir du centaure Chiron, et c'est lui qui a transmis ce savoir divin, en quelque sorte, à ses fils. Dans l'Iliade, la particularité, c'est qu'on n'est pas médecin tout seul. Et on est d'abord cité comme combattant. Et dans un deuxième temps, on est médecin. Et on voit d'ailleurs d'autres combattants qui ne sont pas qualifiés de médecins, qui soignent leurs camarades de combat. Je vous ai mis le fond d'une coupe à boire, qui est une coupe du tout début du 5e siècle, qui représente une scène de l'Iliade. Vous avez deux personnages, l'un assis, qui semble mal en point, la tête est blessée, il tient son bras, et face à lui, on a un personnage représenté en guerrier, avec son casque, sa cuirasse, sa jupette de cuir qui protège les artères. Enfin voilà, il est encore équipé. Son compagnon blessé a d'ailleurs encore son carquois derrière le dos. On a une flèche qui est... Voilà, on est vraiment dans un univers de guerre. Et puis, on a un bandage. D'ailleurs, si vous regardez, le bandage est peint d'une autre couleur que le peintre grec d'ailleurs n'utilise pas d'habitude. Et puis, vous voyez, il est bien plié, correctement effectué. Et le personnage, alors je m'aperçois que ça ne se voit pas du tout sur ma diapo, je le voyais sur mon écran, mais pas sur la diapo. On voit juste un petit point. Il y a le nom des personnages à côté. Celui qui bande le bras du blessé, c'est Achille, le héros Achille. Et puis, face à lui, c'est son ami Patrocle. Donc, c'est une scène extrêmement commune. Les guerriers blessés guérissent entre eux. Macaon, lui, quand on le voit œuvrer, on le voit comme guerrier, mais on le voit plutôt comme chirurgien. Donc sa spécialité, c'est l'extraction des flèches, puis les soins une fois la blessure, une fois l'arme extraite. Podalire, lui, est plutôt médecin, et Macaon va devenir dans l'Antiquité le père, en quelque sorte, de la chirurgie, et Podalire, un des pères de la médecine. En dehors du champ de bataille, qui soigne, ça on n'en sait rien. Dans les maladies communes, on ne sait pas. Dans l'Iliade, il y a plus de 140 blessures et il y a une seule maladie, la peste. Donc voilà, donc on a surtout une médecine de guerre. Quand on avance dans la chronologie, et vous voyez j'avance à grands pas, parce qu'on n'a rien entre, on n'a pas d'informations. Au 6e, 5e siècle, on connaît des médecins philosophes ou des philosophes médecins. On en connaît 5 essentiellement. On n'a aucune idée de ce qu'ils faisaient comme pratique. Et on ne sait même pas d'ailleurs si ce n'était pas simplement des chercheurs, des philosophes qui réfléchissaient à la médecine. On ne sait pas s'ils ont réellement pratiqué. Et ce sont eux les premiers qui ont posé des théories médicales et qui ont posé l'idée qu'à chaque maladie correspondait un remède. Et qu'il fallait comprendre le corps humain pour avoir ce remède. Et si vous regardez... À chaque fois, vous avez un nom et une origine géographique. On a plusieurs régions du monde grec. Crotone, Akragas, on est en Italie, en Sicile. Clazomène et Apollonie, on est en Asie mineure. Ce qui veut dire qu'on a déjà une médecine qui s'est répandue en Méditerranée. Mais voilà, rien de plus à part quelques théories philosophiques assez ésotériques d'ailleurs.
Et il faut attendre le début du 5e siècle pour voir un véritable nom émerger. C'est le nom d'Hippocrate. Hippocrate qui est considéré comme le père de la médecine. C'est un philosophe romain qui décide d'attribuer ce titre à Hippocrate. Hippocrate, il vit, on n'est pas très sûr de ses dates, début 5e siècle jusqu'à début 4e siècle. Donc apparemment, il est mort vieux. Et c'était bon signe. Ça veut dire que si lui-même avait vécu vieux, c'est qu'il savait se soigner. Et quand on regarde, on ne sait quasiment rien sur lui, à part son lieu de naissance. Il est né dans l'île de Cos, ce qui renvoie toujours à la même région de naissance des médecins. Et les textes nous disent qu'il est descendant d'Asclépios. Asclépios donc avait 2 fils, Machaon et Podalire. Podalire est mort lors de la guerre de Troie, et Machaon, lui, est parti à la fin des 10 ans de guerre et a atterri dans cette région-là que l'on appelle la Carie. Et il a eu lui-même 3 fils, un qui s'est installé à Kos, un qui s'est installé à Cnide, qui est une ville sur cette péninsule, et un qui s'est installé à Rhodes, ce qui a donné 3 lignées de médecins, les médecins de Kos, les médecins de Cnide et les médecins de Rhodes. Et puis, chacun ensuite a eu des fils, eux-mêmes médecins, et alors là, les sources grecques divergent, à la 17e ou 18e génération, on a eu un Hippocrate. Alors, ce qui ne nous aide pas beaucoup, c'est qu'on est à une période de ce que l'on appelle la paponymie, c'est-à-dire que l'on donne à son fils le nom du grand-père. Donc, c'est-à-dire que des Hippocrates, on en a toutes les 2 générations, ce qui n'aide pas beaucoup, là aussi, à dater dans les textes. Et lui-même, Hippocrate, a un petit-fils qui s'appelle Hippocrate. Voilà. Donc, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait qu'il a voyagé. Je vais remettre ma carte. Donc, on sait qu'il a exercé à Kos, dans un premier temps. On le voit exercer ensuite dans cette région que l'on appelle la Thessalie, et on le voit exercer également dans cette île, l'île de Thasos, et puis on le voit aussi, on a des traces de son passage à Delphes. Et je reviendrai sur cette itinérance. C'était à la fois parce qu'il avait du succès, mais c'est aussi parce qu'il voulait étudier les différents climats et voir si les climats influençaient sur le corps de ces malades. Donc il a choisi des régions avec des climats un petit peu différents. Hippocrate, on le connaît surtout par ses écrits, ce que l'on appelle depuis l'époque hellénistique, c'est-à-dire le IIIe siècle avant notre ère, le corpus hippocratique. Le corpus hippocratique, pour faire simple, c'est une 60aine de textes. Alors dans tous les domaines de la médecine, donc des traités de déontologie, des traités d'anatomie, des traités sur le régime, sur la diététique, des traités de gynécologie, des traités de chirurgie, des lettres, alors là qui sont vraisemblablement apocryphes. Et ce n'est qu'une partie des textes que l'on a conservés. On pense qu'on a à peu près un tiers des écrits. Et la particularité de ce corpus, c'est qu'il date du début du 5e siècle, donc ça colle avec Hippocrate, mais on a des textes jusqu'au 2e siècle de notre ère. Donc c'est totalement impossible qu'il ait écrit la totalité des traités. Donc depuis l'Antiquité, il y a ce qu'on appelle la question hippocratique qui vise à attribuer tel ou tel traité à Hippocrate. Vraisemblablement, comment on peut comprendre que des textes étaient attribués à Hippocrate pendant plusieurs siècles? Tout simplement, quand un médecin écrivait un traité, pour faire sérieux, il le publiait sous le nom d'Hippocrate et son traité était accepté comme étant un traité du grand Hippocrate. Donc beaucoup de gens se sont cachés en quelque sorte derrière ce nom d'Hippocrate. Et donc on peut se dire en quelque sorte qu'Hippocrate est devenu le père de la médecine, sans doute un peu par défaut, parce qu'on n'a pas d'autre nom de médecin. Sans doute qu'il ressemble à tous les médecins de son époque, mais comme c'est le seul qui en quelque sorte surnage dans les sources, c'est lui qui est devenu le père de la médecine. Quand on regarde maintenant après ses origines, qui sont ses soignants, on s'aperçoit que les sources là aussi sont concordantes. Pour l'instant, j'ai surtout regardé des sources littéraires. Quand on regarde un autre domaine des sources, ce que l'on appelle en histoire l'épigraphie, alors épigraphie, si vous regardez comment le terme est composé,
Vous avez le verbe graphein, écrire, et puis dessus, sous-entendu, écrire sur quelque chose de dur. Donc la littérature, sous-entendu, c'est sur du mou, parchemin, papyrus. Sur du dur, c'est pierre, bois, métal. Et les sources épigraphiques font naître les médecins, grosso modo, fin 6e, début 5e siècle. Même période que la littérature. Le mot qui apparaît, et vous le reconnaissez parce que c'est celui que vous connaissez dans beaucoup de noms de médecins, dans l'Antiquité, le médecin, c'est le iatros, et c'est un mot qui est formé à partir d'un verbe, iaomai, le verbe soigner, guérir, et c'est tout ce que vous avez dans gériatre, pédiatre, phoniatre, tous les termes qui se terminent en iatre dans notre langue française. Et les premières traces de médecins, et vous allez voir que ça va être un thème dont je vais vous parler souvent, les premières traces palpables de vrais médecins sont sur des objets funéraires. On connaît les médecins grecs essentiellement par leur mort et par ce qu'ils ont écrit sur leur tombe. Alors vous me direz, il y a forcément une part de beau. C'est la même chose quand on se balade aujourd'hui dans nos cimetières, il n'y a que de bons voisins, de gentils oncles, etc. Dans l'Antiquité, c'est pareil sur les tombes, on ne mettait que les qualités des gens. Là, on a deux mentions anciennes, une qui est sur une statue que l'on appelle un kouros. Alors un kouros, c'est une statue masculine de jeune homme. Alors celle-là, malheureusement, est très fragmentaire. Ce n'est pas moi qui ai retaillé l'image. Il manque la tête, il manque le bas du corps et il lui manque un bras. Et c'était des statues qui étaient posées, érigées sur les tombes. Et cette statue, vraisemblablement, était érigée sur la tombe du médecin. Donc elle a été découverte en Sicile. Et alors... Parce que je le sais, je vois l'inscription, mais je ne suis pas très sûre qu'elle soit visible. Et c'est l'inscription qui indique que ce personnage est un médecin. Mais on ne sait pas plus de lui. La seule chose que l'on suppose, c'est que c'est un jeune médecin, puisque par ailleurs, quand on a des couronnes sur des tombes, généralement c'est pour des jeunes gens. Donc vraisemblablement, c'est un médecin décédé jeune. Voilà, donc c'est la... Pour la partie occidentale, c'est la première attestation que l'on a. Pour la Grèce proprement dite, on a aussi une découverte sur une tombe. C'est un disque de pierre, vous allez voir, il est assez moche. Découvert dans la région d'Athènes. Et c'est pareil, c'est des disques que l'on accrochait sur la tombe et qui indiquaient, alors souvent qui étaient sculptés avec... un personnage et éventuellement un texte. Alors sur la photo en elle-même, on ne voit pas bien, on voit un petit peu sur un... Alors c'est un vieux dessin 19e sur lequel on ne voit pas bien. Si vous avez arrivé à repérer, il y a des pieds. C'est les pieds d'une chaise et il y a un personnage par-dessus avec un corps tout tassé et on voit un visage, mais il faut vraiment le savoir. Et par contre, je ne vais pas vous faire tout le grec. Si vous regardez ici, vous avez le terme iatros qui apparaît. Donc là, on a un médecin fin 6e siècle attesté et une tombe de médecin. Malheureusement, la tombe a été fouillée au 19e. Il y avait des objets qui ont été trouvés, mais qui ont été égarés par les archéologues. On aurait bien aimé savoir ce qu'il y avait comme matériel dans la tombe. Pour ce que l'on sait de ces médecins, c'est que essentiellement ce sont des métiers pour des hommes libres, même si quelques esclaves pouvaient exercer la médecine. Mais il semble que la norme, ça soit plutôt d'être un libre pour être médecin. Par contre, les médecins souvent se faisaient aider par des esclaves, et parfois les esclaves, quand ils avaient aidé leur maître plusieurs années, étaient affranchis et devenaient à leur tour médecins, quittaient ce rôle d'aide du médecin, mais essentiellement c'est un travail pour des hommes libres. Alors par des découvertes archéologiques pas si récentes que ça, mais que les historiens ont eu du mal à regarder et à entendre, on sait depuis une dizaine d'années que des femmes étaient médecins dans l'Antiquité.
Alors quand je dis que les découvertes sont anciennes, c'est des documents que l'on connaît par l'archéologie pour certains depuis plus de 30 ans. Et quand il y avait le mot médecin accolé à une femme, on traduisait toujours par sage-femme. Le même mot, quand c'était un homme, on disait médecin. Le même mot pour une femme, on disait sage-femme, tout simplement parce que les historiens ne pouvaient imaginer qu'à cette période-là, des femmes aient atteint ce métier renommé. Aujourd'hui, on a des traces de femmes médecins, alors moins précocement que les hommes, mais c'est sans doute un hasard des découvertes archéologiques. On en a depuis le IVe siècle avant notre ère, jusqu'à la fin de l'Antiquité, jusqu'au Ve siècle de notre ère. C'est le christianisme ensuite qui les renvoie à la maison. Dans le monde des cités grecques, c'est un métier possible pour une femme. Alors comment est-ce qu'elles étaient appelées ? Comme pour les hommes, c'est le même vocabulaire. On trouve le mot au masculin, iatros, et dans ce cas-là, le grec va dire la iatros, donc c'est le même mot, mais précédé par un article au féminin. Et puis, on a aussi un mot spécifique qui est créé au féminin, iatriné, donc là, ce sera la iatrinée. Et on a l'un ou l'autre, mais là, c'est typique. Quand on regarde l'ensemble des métiers, on va dire la boulanger, la boucher. Voilà, ça n'a rien de spécifique au médecin. La plus ancienne que l'on connaisse aujourd'hui, là aussi comme pour les hommes, c'est par la stèle funéraire, c'est par la mort que l'on connaît cette femme. Donc c'est une certaine Phanostratée qui exerçait à Athènes et qui exerçait à Athènes au milieu du IVe siècle avant notre ère. C'est une stèle qui a été découverte à une vingtaine de kilomètres aujourd'hui de la ville d'Athènes. Et c'est une stèle pour laquelle on a à la fois un bas-relief et puis on a deux textes. Alors, il y en a un que vous devez arriver à voir. Là, on voit les lignes et puis là, peut-être que là, vous le voyez, mais alors là, je pense qu'il faut que vous ayez confiance en moi pour savoir qu'il y a un mot au-dessus du personnage. C'est-à-dire qu'on a un nom au-dessus de chaque personnage adulte et puis un texte ici. Et le texte ici nous dit sage-femme, Maia en grec, et médecin, iatriné, Phanostratée repose ici, à nul elle ne causa de chagrin et tous, à sa mort, la regrettent. Et puis inscrit au-dessus du personnage assis, on a Phanostratée, là le mot n'est pas très lisible, on ne sait pas si elle est fille ou épouse d'un personnage dont malheureusement le nom est abîmé et on sait dans quel dème. Alors le dème c'est soit un village, soit un quartier de ville à Athènes. Voilà. Et elle appartenait donc au dème de Mélitée, qui est le dème où on a trouvé la stèle. Et c'est cette stèle qui a convaincu les historiens d'aujourd'hui qu'il y avait des femmes médecins, puisqu'il n'y aurait aucun sens à dire qu'elle est sage-femme et sage-femme. Donc elle est Maia Kaiatriné, donc elle est sage-femme et médecin. Quand on regarde la stèle, alors comment on sait que c'est Phanostratée et puis une autre femme ? En iconographie grecque, le personnage important est assis. Donc la défunte et le personnage assis. Elle est représentée comme n'importe quelle femme athénienne. Elle a une tunique qui descend jusqu'à ses pieds. Elle a un manteau par-dessus sa tunique. Face à elle, on a une autre femme avec le même vêtement, une longue tunique, un manteau. Elle a le manteau remonté sur sa tête pour faire comme un voile. À cette époque, les femmes étaient voilées. Et puis, il y a 4 enfants. Alors, un qui se repère facilement, un deuxième, un troisième, et puis il y a un 4e ici dont on voit le visage. Et puis les deux se serrent la main. En grec, c'est un mot qu'on appelle la dexiosis, littéralement le serrage de main droite. Et c'est un geste que l'on ne fait pas pour se saluer, on ne se dit pas bonjour par une poignée de main. Par contre, c'est le geste que l'on trouve sur les stèles funéraires, c'est pour dire que le lien va toujours exister entre celui qui est mort et celui qui est vivant. Les mains sont tenues, les mains droites qui sont celles par lesquelles on fait des serments. Voilà, donc il y a un lien
entre cette femme et ce médecin. La femme, on sait qu'elle s'appelle Antiphilée. Qui est-elle? Un membre de la famille, une patiente qui aurait été guérie, on ne sait pas. À qui sont les enfants? C'est inhabituel. Généralement, on peut avoir un enfant représenté. Là, c'est quasiment la seule stèle où on a 4 enfants. Est-ce que ça veut dire que Phanostratée s'occupait des femmes et des enfants? Est-ce que c'était sa patientèle? On ne peut pas dire. Par contre, on a une formule qui est quasi unique pour les femmes et qu'on ne retrouve d'ailleurs quand c'est attribué à des femmes que à des femmes médecins. Tous, à sa mort, la regrettent. C'est une formule classique que l'on a dans les épitaphes des médecins. Donc vraisemblablement, c'était un bon médecin qui, une fois décédé, ne pouvait plus soigner. Et on peut supposer, à nul ne causa de chagrin, c'est qu'elle a bien soigné, elle n'a tué aucun de ses malades. Mais on ne sait rien d'autre. Le fait qu'elle soit fille ou épouse, si nous dit que c'est une femme libre, puisque pour pouvoir se marier, il faut être libre. Et si elle est fille ou épouse et qu'elle habite dans le dème de Mélitée, elle est athénienne. Après, son âge, son domaine d'intervention, rien ne nous dit de plus. Une autre stèle de femmes médecins d'une autre époque, pour vous montrer qu'on a de ces femmes dans toutes les régions. Alors, la stèle n'est pas très belle, j'ai une pas très belle photo non plus. C'est une femme qui s'appelait Mousa, la muse, et son nom n'est sans doute pas anodin. Vous avez son nom ici, le nom de son père. Elle est fille d'Agathoclès, ce qui laisse supposer que si sur sa stèle on dit sinon on aurait mis épouse d'un tel, c'est une jeune fille. Et puis vous reconnaissez le mot, elle est cette fois-ci iatrainée. Le mot est quasiment le même que iatriné, tout simplement dans la région de Byzance. C'est une manière d'écrire le grec un petit peu différente d'Athènes, mais c'est exactement le même mot pour dire médecin. On a donc une jeune femme, debout, vous retrouvez la même tunique qui va jusqu'aux pieds, un manteau, le pan du manteau remonté sur la tête, c'est un geste de pudeur. Il y a 2 chiens à côté d'elle. Elle a dans une main un rouleau et dans une autre main aussi un rouleau sans doute de papyrus. C'est une manière de dire que c'est une femme qui sait lire. Et puis à côté d'elle, bien moche et bien mal sculptée, une petite servante qui, elle, ne tient aucun objet. Donc vraisemblablement, cela veut dire qu'on peut être médecin, non marié et jeune. Puisque si elle n'est pas mariée, on marie les filles généralement assez jeunes parce qu'on ne laisse pas de ventre indisponible, on a besoin de produire des petits citoyens. Donc vraisemblablement, c'est une très jeune femme qui est médecin et qui est décédée. Ce qui est intéressant, c'est le nom que son père lui a donné, c'est les pères qui nomment les enfants. Il l'a appelée Muse, donc ce qui voulait dire qu'il lui prévoyait une éducation et qu'on peut supposer du coup que cette Muse est née dans une famille de médecins et que c'est sans doute auprès de sa famille qu'elle a appris la médecine. Je vous le dirai tout à l'heure, il y a des écoles de médecine, mais on n'y voit jamais de femmes. Tout simplement parce qu'il faut beaucoup voyager pour aller dans les écoles de médecine et les femmes, elles, plutôt apprennent en famille. Une dernière stèle, cette fois-ci, dont je n'ai que le texte, qui est une stèle, alors là on va aller en Asie mineure, et puis on va aller beaucoup plus loin dans la chronologie, c'est une stèle de notre ère, et c'est un couple de médecins. Donc c'est Glycon, un médecin, qui dédie une stèle pour sa femme, Panthéia, qui est décédée. Adieu Panthéia, mon épouse, de la part de ton mari. Ce que j'ai mis entre crochets, c'est la pierre qui est abîmée, on ne peut pas restituer. Tel, tu as enfanté pour moi des fils qui nous ressemblent tous. Ils sont tous les 2 médecins, sous-entendu des fils qui nous ressemblent tous. Elle a enfanté des fils qui eux-mêmes sont devenus médecins. Tu as pris soin de ton époux et de tes enfants, donc elle est médecin et bonne mère de famille. Tu tenais toujours bien droit le gouvernail de la vie à la maison et tu as rehaussé une gloire médicale qui nous était commune, car bien que femme, tu n'étais pas en reste dans cet art. Alors il y a la petite nuance dans le bien que femme, mais
il reconnaît quand même que sa femme est un bon médecin, ce qui veut dire aussi que la gloire de sa femme rejaillit un peu sur lui aussi. Alors si on regarde un petit peu le domaine de compétences de ces femmes, médecins, à la différence des hommes, on les voit plus fréquemment intervenir dans la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, mais c'est jamais une exclusive. Elles ont aussi des patients masculins. Donc plus souvent les femmes et les enfants, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les autres stèles funéraires, donc j'en ai pris une qui est extrêmement célèbre, qui est une stèle du 5e siècle. Quand on va à Athènes, au musée du céramique, on peut la voir. Elle est aussi au musée archéologique à Athènes. Et donc là, c'est le personnage principal, Égéso, qui est décédée jeune fille, donc au même âge que Mousa. Elle est assise, donc personnage principal, une servante face à elle. Donc c'est une très belle stèle. Et puis, qu'est-ce qu'est en train de faire Égéso ? Sa servante est en train de lui tendre une boîte à bijoux et elle est en train de sortir un collier, c'est-à-dire qu'elle a des activités féminines. Et le plus souvent, les stèles funéraires féminines, on les voit avec des bijoux, du parfum, des miroirs. Et il n'y a vraiment que les stèles de médecins où on les voit représentées, pas comme des femmes, mais comme des professionnels. Quand on regarde du côté des stèles de médecins, on a ce que l'on n'a pas par contre pour les stèles de médecins femmes. Les stèles de médecins femmes, elles sont assises ou elles sont debout avec un rouleau. Les stèles de médecins hommes, ils sont en action. Ici, on a une stèle un peu tardive qui vient d'Athènes aussi, de la même région d'ailleurs que la stèle de Phanostratée. Et on a un médecin assis face à un malade. Il a la main sur le ventre et puis on devine qu'il a aussi sa main sur l'arrière du dos. Donc on a une scène d'auscultation du malade qui a le ventre tout gonflé. Puis on a un énorme objet à côté, absolument pas à dimension, c'est une ventouse. C'est un objet donc, pour aider à extraire les liquides du corps. Et généralement, quand on a un médecin, on a sa ventouse. C'est comme si c'était un objet qui fait reconnaître le médecin. On ne les a jamais avec les femmes. On ne leur met pas les objets du féminin, mais on ne va pas jusqu'à les montrer en pleine action. Voilà pour ce que l'on trouve le plus souvent dans les sources, le iatros, la iatrinée. Quand on regarde ensuite en termes de vocabulaire, le mot qui vient plus fréquemment derrière, c'est la Maïa. La Maïa, c'est la sage-femme. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le nom. Aujourd'hui, en grec moderne, la sage-femme, c'est encore la Maïa. Avec la particularité qu'en grec ancien, d'ailleurs, comme en grec moderne, la Maïa, c'est aussi la grand-mère, la nounou. Voilà, donc il faut vraiment qu'on ait un contexte médical pour savoir si elle est sage-femme, grand-mère ou nounou. Mais souvent, par leur âge, elles peuvent être grand-mère et sage-femme. Généralement, il y en a une que l'on connaît par notre année, des fois, de philosophie en terminale, la mère de Socrate, qui s'appelait Phainarethé. Et Phainarethé, donc, elle était une Maïa réputée à Athènes au 5e siècle. Et la technique, en quelque sorte, de Phainarethé a développé une technique chez Socrate, la maïeutique. Et la maïeutique, en philosophie, c'est l'art de faire accoucher la vérité des hommes. Donc lui disait sa mère faisait accoucher les femmes et lui il faisait accoucher les hommes de la vérité. Donc c'est un métier que l'on reconnaît, mais qui n'est vraisemblablement pas le métier principal de ces femmes. Elles sont d'abord maîtresses de maison, mères, grand-mères, et à certains moments, elles sont sages-femmes. Les femmes médecins, elles sont médecins à plein temps, même si elles ont des enfants. Il semble que les sages-femmes fassent ça en plus de leur vie ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les sources de nécessaire pour être une bonne sage-femme ? Il faut être âgé. Généralement, pour être une bonne sage-femme, il faut avoir accouché. Mais par contre, ne plus être en âge d'avoir des enfants. Sous-entendu, être disponible. Et pas dire, c'est le moment d'accoucher, non, je ne peux pas venir, j'en suis à 7 mois et je ne peux pas bouger.
Donc voilà, c'est les critères. Souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, les Mayai sont dans l'entourage de celles qui accouchent, ce qui renforce l'idée que ce n'est pas un métier à plein temps. Et puis on a un texte sur les sages-femmes, qui est un texte d'un médecin du début de notre ère, Soranos d'Éphèse, qui a fait le premier traité, on pourrait dire, d'obstétrique et de pédiatrie. Et Soranos dit qu'elles doivent avoir des qualités, donc travailleuses, discrètes, robustes, rassurantes, compatissantes. Et ce qui est intéressant, il dit qu'elles doivent être instruites, elles doivent savoir lire pour lire les traités des médecins. Et il précise, si elles ont besoin d'intervenir, elles doivent avoir été formées comme des médecins pour bien intervenir. Donc là aussi, ce qui limite, tout simplement parce que autant on a un taux de lecture chez les hommes qui est assez important, dans l'Antiquité, chez les femmes, c'est assez rare qu'elles sachent lire. Donc là, c'est vraiment une certaine classe qui devait pouvoir être sage-femme. Mais j'aime bien la fin, il précise quand même que pour une vraie bonne sage-femme n'est ni superstitieuse, ni avide d'argent. Et là aussi, c'est généralement quelque chose qu'on demande aux médecins, ne pas être avide financièrement. Être désintéressé est toujours une qualité supplémentaire. Et puis après, on a du vocabulaire qui apparaît, et c'est du vocabulaire généralement qui nous embête, nous historiens. On a des mots qui apparaissent pour les femmes, akestris, ietreusa ou omphalotomos. Omphalotomos, je vais commencer parce que c'est le plus simple. Omphalos, c'est le nombril, et en grec, c'est aussi le cordon ombilical. Donc, tomos, c'est coupé. Donc, c'est vraisemblablement, là aussi, des coupeuses de cordon ombilical. Est-ce que c'est souvent, quand c'est traduit, soit les collègues qui traduisent le grec disent « elles sont coupeuses de cordon ombilical », soit ils disent « elles sont sages-femmes ». Moi, ma question, c'est toujours pourquoi est-ce qu'il y a deux mots ? Voilà. Et ça, c'est une question d'historien et je n'ai pas la réponse de mes collègues philosophes. Il y a un deuxième mot, et quand vous regardez ietreusa, vous reconnaissez la même racine. On est toujours dans iatros. Pourquoi un autre mot ? Généralement, les philologues traduisent par guérisseuse. Au XIXe siècle, on traduisait par guérisseuse, Littré traduit par guérisseuse. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils traduisent par médecin. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? On les voit là aussi toujours agir auprès des femmes. Akestris, c'est pareil, c'est des femmes qui interviennent auprès de femmes et on ne sait pas comment traduire. Dans les trois cas, c'est autour de l'accouchement. Mais qu'est-ce qu'elles font ? On ne sait pas. Et aujourd'hui, la tendance, c'est on ne traduit plus. Mais ce qui ne fait pas forcément avancer nos affaires. Pour les hommes, on a deux mots mieux circonscrits parce qu'on a plus de documents. On a les aleiptai. Alors pendant longtemps, on n'a pas traduit. Pour moi, c'est les premiers kinés. Et vraisemblablement, c'est des masseurs kinésithérapeutes. On les voit dans un seul contexte. Ils interviennent dans le cadre des gymnases. Et ils interviennent soit avec un médecin, soit tout seul quand le gymnase n'a pas les moyens de rémunérer un médecin. Et on les voit en effet masser. Et on les voit réduire des fractures, soigner des luxations. Donc vraiment, c'est des techniciens, des sportifs blessés. Et on ne les voit pas déborder de cet univers, mais ils sont mentionnés dans les traités de gymnastique. Donc voilà, la traduction, c'est masseur ou masseur kinésithérapeute. Voilà. Et puis on a un deuxième terme, hyperétaille. Hyperétaille, c'est un terme qu'on trouve en dehors du médical. C'est l'homme qui est au service d'un autre homme, qui est le subalterne d'un autre homme. Et on les voit en effet, ces hyperétailles, agir aux côtés des médecins, souvent dans les cabinets médicaux et intervenir lors des opérations. Et lors des opérations, on les voit passer le matériel aux chirurgiens, on les voit maintenir le malade. Voilà, donc sans doute des aides du médecin. Platon, le philosophe au IVe siècle, dit que le hyperétaille et iatros, c'est synonyme. Donc ce qui veut dire que c'est en tout cas des aides du médecin, mais qui ont une technique, eux aussi, c'est pas juste
des subalternes, vraisemblablement, ils ont une certaine formation. Et ensuite, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas d'autre vocabulaire. Et vous avez vu dans mon vocabulaire, alors qu'en français, je parle de chirurgien, je ne vous ai jamais dit qu'il y avait un mot grec pour dire chirurgien. C'est là aussi en français le contexte qui nous fait traduire, mais il n'y a pas de mot. Alors, comment devenait-on médecin ? Le plus classique, le médecin, c'est un artisan. Les textes grecs disent que c'est un démiurgos, donc un démiurge, un artisan. C'est le même mot que pour le maçon, le boucher. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est un artisan et comme tout artisan, il apprend son métier d'abord dans sa famille. Et vraisemblablement, comme on se transmet le métier de père en fils, on apprend dans le cadre familial. À partir du 5e siècle, on voit apparaître des écoles de médecine. On les voit d'abord apparaître en Italie et en Sicile, mais là on ne sait pas si ce n'est pas le hasard de nos sources. On les voit apparaître, Cyrène, aujourd'hui c'est la Libye. On a une grosse école de médecine en Cyrénaïque, d'ailleurs jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, là vous n'êtes pas étonnés, on les voit apparaître, ces écoles de médecine, à Kos et à Cnide, où elles se disent descendantes d'Asclépios. Donc c'est les plus réputées. Quand on peut se payer les études à Kos ou à Cnide, c'est bien. À partir du IIIe siècle avant notre ère, quand il y a les grands royaumes issus des conquêtes d'Alexandre le Grand, chaque capitale de royaume a son école de médecine. La plus célèbre, c'est Alexandrie, aux côtés du musée, du zoo, de la bibliothèque. Les Ptolémées créent une école de médecine et c'est la seule école où on pratique la dissection. Ce n'est pas du tout un tabou dans l'Antiquité, mais c'est un hasard qui fait qu'à Alexandrie, on a pratiqué la dissection. On a 2 médecins qui sont autant des chercheurs que des médecins, Hérophile et Érasistrate. Et Hérophile et Érasistrate, ce sont eux qui ont travaillé sur le cerveau, les nerfs, les reins, et puis l'appareil génital féminin et masculin. C'est les premiers, par exemple, à avoir découvert les ovaires, dont ils pensent que c'est des testicules qui ont oublié de descendre. Voilà. Donc ça ne se découvre que par la dissection. Et à Alexandrie, on pratiquait aussi la vivisection, donc sur le vivant. Pour les nerfs, ils disaient que c'était quand même plus pratique de couper du nerf sur du vivant que sur du mort. On voit mieux si ça coupe quelque chose ou pas. Je ne sais plus. Ah oui, je n'ai pas besoin de vous remonter. Kos et Cnide. Alors, le complément de formation, c'était le voyage. On se formait dans une école et ensuite on voyageait. On allait souvent chez des médecins célèbres. Et c'est sans doute ces voyages qui ont fait que le corpus hippocratique a circulé. Comme Mousa s'est fait représenter avec ses rouleaux de papyrus, le médecin voyageait avec les textes et les textes ont voyagé d'une école à l'autre. Et on a comme ça une technique, une techné, on appelait une techné dans l'Antiquité, qui a voyagé dans toute la Méditerranée. Alors ensuite, une fois formés, où est-ce qu'ils exerçaient ? On pouvait exercer en officine, et le terme qui est dans les textes grecs, c'est le iatreion, littéralement le lieu où exerce le médecin. Et le médecin pouvait aussi se déplacer chez les patients. On a une série de textes d'Hippocrate qui s'appellent les épidémies. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les épidémies, ce n'est pas du tout un texte sur les épidémies. Épidémos en grec, c'est aller chez le peuple. Donc c'est des textes où Hippocrate raconte ses déplacements chez des malades. Donc on a le nom, on a là où ils habitent, on a qu'il est allé chez un tel, rue de la Fontaine, que c'était la fille d'un tel, le fils d'un tel. Il y a toujours des fiches patients très précis. Dans cette officine, qui est souvent une partie de la maison du médecin, ce qui rappelle des pratiques, on dirait jusqu'à la première moitié du XXe siècle, où le médecin avait une partie de sa maison dans laquelle il pouvait recevoir ses patients. C'est la même chose dans l'Antiquité. Et c'est le lieu où le médecin fait l'essentiel de ce que dit Hippocrate, pose le pronostic. En français, on parlera plutôt de diagnostic. Donc, dans un premier temps, il étudie l'environnement du patient.
c'est-à-dire le climat dans lequel il vit, s'il vit exposé au vent, au froid, au chaud, s'il est vieux, jeune, homme, femme, et ensuite il s'intéresse dans une dernière partie aux symptômes. Quand on regarde, j'ai essayé de regarder s'il y avait un mot pour dire malade, je ne m'étais jamais posé la question avant de préparer cette conférence. Il n'y a pas de mot en grec pour dire le malade, il n'y a pas un seul mot, donc le malade c'est celui qui est faible, celui qui souffre ou celui qui est couché. Là aussi, c'est intéressant, celui qui est sur... alors, on a soit le mot katakeimenos, mais on a aussi un mot à partir de kliné, ce qui donne ensuite la clinique, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois. En iconographie, on a malheureusement un seul iatreion. On aimerait en avoir plus, on n'en a qu'un. Alors, c'est un petit vase. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aribal. Vous allez dire pourquoi elle s'emballe, parce que c'est un aribal. C'est un petit vase, 10 cm de haut. Pendant longtemps, on a dit que ces vases étaient des vases à parfum. Aujourd'hui, par les analyses de mon collègue Dominique Frère, donc mon collègue de l'UBS, on sait que très souvent, les contenus de vase, c'est du médicament. Donc, ce n'est pas un hasard si on a peint un médecin sur un vase qui contenait sans doute des médicaments. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce vase? Donc, la scène est peinte sur la totalité du vase. La scène centrale, c'est celle-ci. Toujours la même chose. Personnage important, personnage assis. Donc, on a un personnage assis sur un klysmos, fauteuil à dossier, blond. Blond, c'est important, ça veut dire que vous êtes beau. Donc, si vous êtes beau, ça veut dire que vous êtes bon, intelligent, etc. C'est la fameuse physiognomonie dont j'ai parlé tout à l'heure, les signes du corps qui disent qui on est. Assis face à un malade, en partie dénudé. Alors il y a plusieurs hypothèses. Certains disent qu'il est en train de lui faire un bandage et que la couleur du bandage aurait disparu avec les siècles. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut plutôt voir qu'il a quelque chose dans la main et la façon dont il tient le bras, il est sans doute en train de lui faire une saignée, ce qui est extrêmement classique dans le corpus hippocratique. Par contre, quand on voit le vase pour récupérer le sang, un peu grand pour la taille de la saignée, mais ce qui est important sans doute ici, c'est un vase en métal. Si vous regardez, il a des pieds de lion, il a des gravures, sous-entendu, c'est un vase qui coûte cher. Donc c'est un médecin important qui peut se payer du beau matériel. Donc ça ne veut pas dire qu'il saigne les gens à remplir son bassin, mais qu'il a de beaux bassins. Et vous reconnaissez en haut des ventouses qui sont accrochées dans le champ. Si on revient en arrière, on a d'autres personnages qui attendent, qui regardent. On peut supposer d'autres patients qui attendent leur tour. Donc on est dans un iatreion avec les patients qui regardent l'art du médecin. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc ces médecins qui exercent en maison ou chez leurs patients, c'est des médecins privés qui demandent une rémunération pour chacun de leurs services. À côté de ces médecins privés, on voit apparaître dans les sources, fin 5e, 4e siècle, des médecins publics, c'est-à-dire des médecins rémunérés par les cités, et qui sont embauchés dans deux cadres. Les plus courants, c'est pour suivre les armées. Et plusieurs textes disent qu'un bon général embauche les meilleurs médecins possibles pour soigner ses soldats. Mais on a aussi des cités qui rémunèrent des médecins pour soigner toute la population. Et généralement qui soignent du coup ceux qui n'ont pas les moyens et qui le font gratuitement, puisque c'est la cité qui les rémunère. Alors souvent, on les voit en période d'épidémie, en période de siège d'une ville. Voilà, il semblerait que les cités soient plus enclines à faire venir des médecins pour prendre soin de leur population dans des périodes de crise. Mais ce qui veut dire que déjà à cette époque, la santé était un bien public et que les impôts des citoyens servaient à financer ces médecins. Alors ces médecins publics, on les connaît généralement par des contrats, on les connaît par leur contrat de travail, ce qu'on n'a pas pour les médecins privés. Alors je vous en ai mis un, je ne vais pas vous lire tout le texte. C'est un texte début 5e siècle, c'est le plus ancien médecin public que l'on connaisse. On est ici en Crète,
dans la cité d'Idalion, dans une période de guerre où la cité est assiégée par les Mèdes et les gens de Kition. Donc les Mèdes, c'est les Perses, et Kition, c'est à Chypre, donc une invasion extérieure à l'île. Vraisemblablement une guerre qui a duré longtemps, et la cité d'Idalion et son roi ont fait venir un médecin qui est nommé, donc ils ont fait venir le médecin Onasilos. On a, ce qui est habituel, sa généalogie, et puis il vient avec ses frères qui eux ne sont pas nommés, mais on peut supposer que si la cité les mentionne, c'est qu'ils sont aussi médecins. Et il est précisé pourquoi on les fait venir, pour soigner les hommes blessés dans la bataille, sans honoraires. Sous-entendu, ça c'est moi qui rajoute, c'est-à-dire que les honoraires ne sont pas payés par les blessés, mais c'est la cité qui paye une bonne fois pour toutes. Et en guise d'honoraires, donc la cité leur a donné le choix. Donc soit ils ont une somme d'argent, un talent. Un talent, pour vous donner le montant, avec un talent, une cité d'habitude s'achète un bateau de guerre. Donc très gros gain pour le médecin. Ou sinon, elle lui donne à choisir, donc soit une somme d'argent une fois pour toutes, soit une terre avec des vergers, sous-entendu une rente sur du long terme. Malheureusement, le texte est cassé, on ne sait pas ce que Onasilos a choisi. Donc ça, c'est des contrats extrêmement classiques. La cité rémunère le médecin une fois pour toutes. Je saute Xénophon. Ah mais il manque une diapositive. Voilà. Ce que l'on a très souvent pour ces médecins publics, mais aussi un petit peu pour les médecins privés, c'est les louanges que les cités régulièrement leur font. On a des textes qui sont des textes honorifiques où les cités remercient les bons médecins. Par essence, on n'a pas ceux qui sont moins bons puisqu'ils ne sont pas remerciés, donc il n'y a pas de stèle qui soit érigée. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, c'est une cité d'Asie mineure à côté de Kos. L'assemblée des Calymniens, donc la cité de Kalymnos, l'assemblée des Calymniens a honoré Eudikos, fils d'Eudikos, médecin, d'une couronne d'or et d'une statue de bronze pour ses qualités professionnelles, on ne sait pas lesquelles, et son dévouement à l'égard du peuple. Sous-entendu, il n'a pas fait payer le peuple et il a soigné tout le monde. Les qualités, c'est toujours les mêmes, générosité, bonté, efficacité. C'est toujours les trois termes que l'on trouve accolés aux médecins. Et puis, il y a des médecins qu'on connaît bien dans ces médecins publics, c'est ceux qui suivent les armées. Et généralement, Hippocrate dit en début de carrière, il faut être médecin militaire. Il faut être médecin militaire parce que vous allez voir tous les cas totalement improbables. Vous allez devoir soigner des éclopés, des gens qui sont ouverts de partout. C'est la meilleure école que l'on puisse trouver. Et le fils d'Hippocrate lui-même a commencé sa carrière en suivant l'armée athénienne en Sicile. Donc il a été engagé pour 3 ans, le temps des combats. Alors une fois que l'on est soit médecin privé, soit médecin public, il reste à exercer. Et à exercer dans ce contexte concurrentiel des autres médecins, des charlatans, des familles, des divinités, des chirurgiens et que sais-je encore. Le souci, c'est que quand on va dans une école de médecine grecque, on n'a pas de diplôme. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme. Donc il suffit de louer une maison, d'acheter une maison et de mettre une plaque, iatros, et d'espérer que les gens viennent. Après, il vaut mieux en guérir quelques-uns pour que ça fasse de la publicité. Et les textes nous disent, voilà, le bon médecin se fait un groupe de patients sans aucun souci. Et on voit, dès le 5e, 4e siècle, dans le corpus hippocratique, émerger un type de textes qui sont des textes à valeur éthique ou à valeur de conseil qui visent à faire de vrais professionnels. Sous-entendu, ceux qui suivent ces règles-là professionnelles ne sont pas des charlatans. Alors je vous ai mis quelques exemples. C'est Hippocrate dans son traité de la bienséance qui
fait le premier programme éthique, et là on est fin 5e siècle. Et il conseille de transporter la philosophie dans la médecine et la médecine dans la philosophie. Vous voyez qu'on n'est pas toujours dans des sciences bien différentes. Le médecin philosophe est égal au Dieu. Au moins, c'est posé. Il n'y a guère de différence entre la philosophie et la médecine. Tout ce qui est de la première se trouve dans la seconde. Et c'est là où arrive la liste des qualités qu'il faut avoir. Désintéressement, réserve, pudeur, modestie du vêtement, opinion, jugement, tranquillité, fermeté dans les rencontres, propreté, manière sentencieuse, connaissance de ce qui est utile et nécessaire dans la vie, rejet de l'impureté. C'est pas la transmission de la maladie, c'est pas être souillé envers les dieux, parce que ça voudrait dire que les dieux sont en colère et que ce que fera le médecin ne marchera pas bien. Affranchissement de la superstition, comme la sage-femme, pas être superstitieux. Précédence divine, là aussi, de tenir sa science des divinités. Là, si vous regardez les caractéristiques, c'est celle du sage, du philosophe, de celui qui exerce sans risquer léser son patient. Et on va voir que les règles éthiques vont jusqu'au comportement et jusqu'à la manière de se vêtir. Autre traité d'Hippocrate, même période, fin 5e, début 4e siècle. La règle du médecin, et vous penserez à ce texte quand vous irez voir le vôtre, la règle du médecin est d'avoir une bonne couleur et de l'embonpoint, suivant ce que comporte sa nature. Car le vulgaire s'imagine que ceux dont le corps n'est pas ainsi en bon état ne sauraient soigner convenablement les autres. Le vulgaire, c'est le patient. Puis il sera d'une grande propreté sur sa personne, mise décente, parfum agréable, et dont l'odeur n'est rien de suspect. Sous-entendu, il ne sent pas la fille. Quand il y a ça dans les textes, il ne sent pas la femme. Quand en général, tout cela plaît aux malades. Quant au moral, l'homme sage, toujours le même vocabulaire, non seulement sera discret, mais aussi il observera une grande régularité. Bien à la réputation, ses mœurs seront honorables et irréprochables, et avec cela, il sera pour tous grave et humain. Car se mettre en avant et se prodiguer excite le mépris, quand même ce serait tout à fait utile. Quant à l'extérieur, il aura la physionomie réfléchie, sans austérité, autrement il paraîtrait arrogant et dur, et d'un autre côté, celui qui se laisse aller au rire et à une gaieté excessive est regardé comme étranger aux convenances. Et cela, il faut s'en préserver soigneusement, tel doit être le médecin pour l'âme et pour le corps. Et ça, c'est quelque chose de classique dans l'Antiquité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la physiognomonie. Ce que l'on est à l'extérieur reflète ce que l'on est à l'intérieur, d'où l'importance de bien présenter pour montrer que l'on est un bon médecin. Et ça va jusque dans les détails. Dans l'officine du médecin, Hippocrate dit « Les ongles ne doivent ni déborder les doigts, ni en laisser à nu les extrémités, ni trop court, ni trop long. » Ça, c'est très grec, c'est très philosophique. Le juste milieu, c'est platonicien. Dans la plupart des actes qu'il accomplit, il emploie les doigts dans l'opposition du pouce et de l'index, la main entière pour la pronation, les deux mains dans l'opposition de l'une à l'autre. J'ai coupé, c'était le passage sur la chirurgie. Il faut s'exercer à exécuter toute chose avec l'une ou l'autre main, ou avec les deux à la fois, car elles sont semblables, ayant pour règle l'utilité, la convenance, la promptitude, la légèreté, la facilité. Donc des mains belles, propres et expertes. Donc vraiment, tous les domaines y passent. Et puis, on a souvent chez Hippocrate des attaques contre certains médecins. Voilà ce qu'il faut faire si on veut être un bon médecin. Par contre, on pointe les collègues qui font n'importe quoi. Et la grande critique, c'est la médecine spectacle. Il y a des concours de médecins où on exerce en public. D'ailleurs, quand on veut être recruté comme médecin public, il y a un concours. Et on fait défiler les médecins pour savoir celui qui soignera le mieux. Et donc là, dans une des critiques d'Hippocrate, il y en a d'autres, mais celle-là, je l'aime bien, ceux qui recherchent une dextérité irréfléchie aspirent à rencontrer une fracture du nez. Là, c'est plus le patient qui va chez le médecin, c'est le médecin qui court après le patient pour pouvoir faire de la médecine spectacle, afin d'y appliquer le bandage. Pendant un jour ou deux, le médecin se pavane et le patient se réjouit. Mais celui-ci ne tarde pas à s'ennuyer de porter le bandage qui est fatigant quant au médecin. Il lui suffit d'avoir montré qu'il s'est posé sur le nez des bandages variés. Un tel bandage fait tout le contraire de ce qu'il faut. Ce qui veut dire qu'on exhibe son malade aussi. On le soigne, on le guérit, puis regardez le beau bandage que je sais faire. Donc ça ne va pas du tout. Pire encore, là on est au-delà de la médecine spectacle. On a une méthode de guérison
qu'on connaît durant toute l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle la succussion. Et la succussion, Hippocrate dit, si on la fait de manière spectaculaire, ça ne va pas du tout. Donc généralement, c'est pour des blessures à la colonne vertébrale ou pour des bossus. Donc le principe de la succussion, c'est d'attacher un individu à une échelle, on monte sur le toit, on fait pendre l'échelle et on secoue jusqu'à ce que l'individu se remette droit ou meure. Et voilà ce que dit Hippocrate. Les succussions sur l'échelle, ça marche aussi, paraît-il, dit Hippocrate, pour les accouchements quand l'enfant ne veut pas sortir. Les succussions, je vais faire une parenthèse, pardon. Les succussions sur l'échelle n'ont jamais redressé personne, à ma connaissance du moins. Mais les médecins qui s'en servent sont surtout ceux qui veulent faire l'ébahissement de la foule. Et les textes qu'on a montrent que quand il y a ça, il y a une foule qui accourt pour voir le bossu se faire redresser. La foule, en effet, est saisie dans l'admiration quand elle voit un homme ou suspendu ou lancé en l'air ou soumis à quelque épreuve analogue. Et Hippocrate conclut, c'est plutôt le fait de charlatans. Si ce n'est que la médication, on l'a dans ses propres traités. Quand c'est les autres qui la font, là, ça ne va pas du tout. Donc là, c'est des choses que l'on a assez régulièrement. Et puis, je terminerai avec un texte que vous connaissez tous, parce que vous l'avez vu soit dans le cabinet de votre médecin, soit dans sa salle d'attente, c'est le serment d'Hippocrate. Serment qui est né dans le même contexte de concurrence. Le médecin veut se différencier des charlatans, donc on imagine une prestation de serment qui est une sorte de garantie pour les patients que ce personnage-là, qui a mis Iatros sur sa porte, est un vrai médecin qui suit des règles. Alors le serment tel qu'on le connaît aujourd'hui a été remanié au fil des siècles. La version antique est écrite aussi sur plusieurs siècles. Il y a des passages qui sont écrits à la période d'Hippocrate et puis d'autres qui sont rajoutés à la période hellénistique, c'est-à-dire 3e, 2e siècle avant notre ère. Vraisemblablement, là aussi, vous ne serez pas étonnés quand je vous dis d'où ça vient, c'est un texte qui provient de l'école de Cos. Donc on est toujours dans cette même région. Alors je vous lis et je vous le commente au fur et à mesure. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir selon ma capacité et mon jugement ce serment et ce contrat. Et là, on a un médecin qui se place sous la protection des divinités, ce qui montre que ce n'est pas du tout deux choses qui s'opposent, la médecine rationnelle, la médecine divine. Et donc, on fait une prestation de serment sur les dieux. Sous-entendu, si on rompt le serment, c'est les dieux qui vont châtier. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder sur qui il jure. Apollon, Asclépios, Hygie, Panacée, 3 générations de médecins. Grand-père médecin, Apollon, le père médecin, Asclépios, et 2 de ses filles, Hygie et Panacée. Et puis là, on a quelque chose de classique chez les Grecs. Comme on a peur de vexer une divinité, on rajoute « et tous les autres ». Donc voilà, ceinture et bretelles, on est protégé. Et puis il continue. De considérer d'abord mon maître en cet art égal à mes propres parents, de mettre à sa disposition des subsides et s'il est dans le besoin, de lui transmettre une part de mes biens. De considérer sa descendance à l'égard de mes frères et de leur enseigner cet art s'il désire l'apprendre, sans salaire ni contrat. C'est-à-dire que là, on est dans de la transmission classique dans un groupe d'artisans. Soit on transmet de père en fils, et si on ne transmet pas de père en fils, celui qui va devenir comme le père, c'est son maître, qui va être le père social, en quelque sorte. Il y a le père biologique, et puis il y a le père social, celui qui vous a formé, et du coup on entre dans sa famille. Et on est dans des liens de réciprocité classique, on est dans ce qu'on appelle en anthropologie la gérotrophie, c'est du grec, géro, Géron, le vieux, la vieille, tréphène, nourrir, c'est le fait que quand on a reçu une éducation de ses parents, on doit les nourrir quand ils sont vieux. Donc là, c'est quelque chose de classique, c'est un don et un contre-don. Mon maître m'a nourri en quelque sorte de sa science, quand il ne sera plus en âge d'exercer et que le système des retraites n'existe pas, je prendrai en charge lui et éventuellement ses enfants s'ils sont trop jeunes pour subvenir à leurs propres besoins. Et on entre dans la lignée, à son tour, de transmettre les préceptes, les leçons orales et le reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un contrat et un serment,
suivant la loi médicale, mais à nul autre. Et le mais à nul autre est intéressant, c'est là aussi la fermeture. On est entre gens formés qui prêtent serment, tous les autres, on ne leur doit rien. Et au contraire, on les écarte. Suite du serment. J'utiliserai le régime pour l'utilité des malades. Alors le régime en grec, c'est au-delà du régime alimentaire. Le terme grec, c'est diaïta. On traduit aussi en français par diète. Et c'est le régime de vie. C'est à la fois l'alimentation, les heures de sommeil, les bains, la marche, voilà. Pour l'utilité des malades. Et c'est le premier soin des médecins. D'abord, c'est le régime, puis les médicaments, puis la chirurgie. Donc le régime, c'est le premier des remèdes. Suivant mon pouvoir et mon jugement. Mais si c'est pour leur perte ou leur injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Ne jamais nuire. Voilà, on ne s'engage pas dans quelque chose qui pourrait nuire aux malades. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle, si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. J'aurais pu mettre le grec à côté d'une drogue mortelle. Le mot qui est utilisé, c'est pharmacone, qui a donné en français pharmacie, et c'est un mot particulier en grec. C'est le mot qui dit médicament, mais c'est le mot qui dit poison. Et dans l'Antiquité, jusqu'à la période moderne, les deux, parfois, selon le dosage, peuvent guérir ou tuer. Donc là aussi, c'est toujours ne pas nuire. Et on a énormément d'informations sur l'usage des poisons qui est extrêmement commun. Et on a quelques procès autour de médecins qui auraient aidé à empoisonner un mari, une belle-mère. Voilà, ça, non. Quand on est médecin, ça ne se fait pas. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme de pécer abortif. Alors je m'arrêterai sur cette phrase-là parce que c'est une phrase qui est souvent utilisée pour indiquer que dans l'Antiquité, le serment, et encore jusqu'à des époques récentes, interdisait aux médecins l'avortement. Chez Hippocrate, on a des tas et des tas de recettes abortives. Depuis des potions que l'on fait prendre, des tiges dures de légumes, de bois ou autres que l'on insère dans l'utérus de la femme, des seaux que l'on leur impose jusqu'à ce qu'elles avortent. Voilà, Hippocrate donne des tas et des tas de recettes. Donc, ce n'est pas un interdit de l'avortement. Par contre, ce qui est marqué, d'ailleurs le grec le dit, il ne dit pas je ne ferai pas d'avortement sur une femme, il dit je ne remettrai pas non plus à une femme de pécer abortif. Le pécer, c'est le tampon imprégné de médicaments que l'on insère dans le vagin de la femme. Sous-entendu, je n'utiliserai pas vraisemblablement certains remèdes que l'on a dans certaines médications qui sont souvent extrêmement irritants et qui rendent la femme stérile. Certes, elle avorte, mais elle n'aura plus jamais d'enfant. Donc c'est une technique d'avortement qui est condamnée, mais pas l'avortement en lui-même. Et c'est dans la pureté, c'est-à-dire pureté à l'égard des dieux et la piété, que je passerai ma vie et exercerai mon art. Donc là, on revient dans la morale classique. Vous remarquerez qu'on passe d'une phrase à l'autre sans enchaînement, sans logique. Vraisemblablement, ça vient des différentes couches successives que l'on a ajoutées. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Là, c'est vraisemblablement un passage ajouté tardivement. C'est un passage qui définit deux métiers, médecin et chirurgien. Alors que jusqu'à peu près au tournant de notre ère, le médecin est chirurgien. Et là, on n'a pas le droit d'enlever les calculs. C'est un chirurgien qui doit le faire. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, toujours pareil, ne pas nuire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations amoureuses avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Femmes et les hommes, c'est normal. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de tabou sur le type de relations sexuelles. On a des relations avec les personnes des deux sexes. Tout simplement, c'est la promiscuité avec le malade qui ne doit pas tout permettre. On a là une règle éthique qui est, somme toute, assez classique. Et là, on a l'apparition du secret médical, tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, sous-entendu, quand il va dans les familles, il entend des choses.
concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété en dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Eh bien donc, si j'exécute ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le viole et que je me parjure, que ce soit le contraire, sous-entendu s'il respecte qu'il puisse jouir de la vie, sous-entendu s'il viole le serment, que la mort soit appelée sur lui, et c'est les dieux sur lesquels il a juré qui vont le foudroyer, le faire tuer, etc. Donc là, on est dans une prestation de serment classique. Par contre, on ne sait pas si tous les médecins juraient ce serment, à partir de quelle époque, si c'était systématique, si c'était affiché, ça, on n'a aucune information là-dessus. Alors, quelques éléments pour conclure. 2 pistes. Vous l'aurez compris, les médecins sont dans l'Antiquité des gens importants, reconnus une fois qu'ils ont réussi à montrer qu'ils n'étaient pas des charlatans. C'était des gens respectés, admirés. Et Hippocrate dit qu'ils sont même à l'origine de la civilisation. Celui qui est appelé médecin, celui qui de l'aveu de tous possède un art et qui a découvert le régime et l'alimentation des malades, semble-t-il avoir suivi une autre route que celui qui, changeant à l'origine le genre de la vie sauvage et brutale des hommes, les amena à la nourriture qui est aujourd'hui la nôtre. Selon moi, la méthode est la même, la découverte est identique. C'est tout simplement la vie de sauvage qui est quittée pour la vie de civilisé, la médecine et ce qui civilise l'être humain. Et ça renvoie à la conversation que l'on avait tout à l'heure en ouverture. Ce qui marque aussi le passage à la civilisation, c'est quand les sociétés prennent soin des leurs. Et ça apparaît sans doute pour faire un petit peu de teasing pour votre conférence au mois de septembre au néolithique. Donc on a un art à part, un art de civilisation. Et puis à côté, je me suis permis ce clin d'œil d'historien. Alors là, c'est un texte que je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Donc merci de m'avoir invité à travailler sur ce sujet. C'est une tablette de bronze qui a été découverte dans une nécropole à Métaponte. Donc Métaponte, on est en Italie du Sud. Elle a été découverte dans une tombe. C'est une tablette en plomb qui est ce qu'on appelle une tablette de défiction, c'est-à-dire une tablette de malédiction. Et donc elles étaient en plomb, considérées comme un métal froid, mort. Et elles étaient placées souvent avec les morts pour appeler le pouvoir de la mort et renforcer la malédiction. Alors malheureusement, on ne sait pas qui a commandé cette tablette de Métaponte. Pour ma part, j'ai 2 hypothèses. Soit un patient mécontent, soit un médecin mécontent de ses concurrents médecins. Je vous lis le texte. Je lis d'abord leur atelier. Je lis, c'est attaché. Voilà, j'attache d'abord leur atelier. Je lis, j'attache, afin qu'ils ne puissent plus travailler, mais demeurent inactifs et rencontrent des échecs dans leurs belles actions. Donc on les maudit pour qu'ils deviennent de mauvais médecins. L'hypothèse, pour moi, c'est plutôt un concurrent. Je lis ensuite les médecins qui y sont, le « i » renvoyant à l'atelier. Donc il maudit l'atelier du médecin et il maudit les médecins qui sont à l'intérieur. Et il y a une liste, je lis les médecins qui y sont, afin, j'ai oublié le A, qu'ils ne puissent pas travailler mais demeurent inactifs, tous ceux qui sont cités sur cette tablette de plomb, et on a une liste de 17 noms. Et je finirai sur ce clin d'œil. C'est le premier texte qui nous mentionne une clinique dans l'Antiquité, 3e siècle avant notre ère, et qui la mentionne pour une malédiction. On ne saura jamais pourquoi cette clinique a été maudite, ni dans quelles circonstances. Donc, médecin dans l'Antiquité, c'est un métier noble, mais c'est un métier qui n'est pas sans danger. Je vous remercie.